Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Les assises de la conférence sociale ont débuté ce lundi 17 octobre à Bamako. Les travaux vont se poursuivre jusqu'au samedi prochain, c'est-à-dire le 23 octobre. Elles visent à trouver une solution pour un apaisement durable du front social et à favoriser la signature d'un pacte de stabilité sociale selon les autorités de la transition. Cette conférence sociale dans le domaine du travail intervient après des mouvements de grève dans plusieurs secteurs, dont celui de la santé et de l'éducation. Le plus récent d'ailleurs est celui observé par les syndicats d'enseignants des régions de Sikasso et Kayes pour boycotter la rentrée scolaire. Cette rencontre pourrait-elle être le début d'un nouveau départ pour les services? Pour en parler, nous avons avec nous deux personnes. Daouda Traoré, juriste et spécialiste en droit du travail. Abdoul Sogodogo, politologue. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce reportage de Khalifa Gouita sur la conférence sociale qui est en cours. Au cours de la cérémonie d'ouverture, la ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a insisté sur l'urgence d'apaiser le front social. Madame Diawara Awapol Diallo. Le front social a aujourd'hui besoin d'être apaisé et de façon durable, car ces conflits affectent de plus en plus certains secteurs vitaux comme l'éducation, la santé, la justice, le trafic aérien, l'économie nationale et même la sécurité. Moussadek Bali, président du patronat, espère que cette conférence marquera un nouveau départ. Chaque jour qui n'est pas travaillé, c'est une porte pour la nation entière. Vous savez, sans dialogue, rien n'est possible. Donc espérons que c'est un nouveau départ pour le dialogue social. L'Union nationale des travailleurs du Mali pointe du doigt la responsabilité de l'État. Issa Ben Ali, secrétaire administratif de l'UNTM. Il faut reconnaître qu'il y a des problèmes que l'État lui-même a créés. Le ministre du Travail disait quelque part que l'État a trop d'interlocuteurs aujourd'hui. Parce que tant qu'il y a des syndicats qui fleurissent n'importe comment sans qu'ils soient cadrés, il y a un problème à ce niveau. Il faut rappeler que cette conférence se poursuit à Bamako jusqu'au 22 octobre 2022. Alors, avant de passer la parole à nos invités, nous aurons vraiment voulu avoir les participants aux travaux, mais nos tentatives sont restées vaines, car les travaux se poursuivent et ils participent également aux travaux qui se déroulent actuellement au CICB, au Centre international de conférence de Bamako. La première question sera pour M. Sogodogo. Comment se porte aujourd'hui le Front social? Je commence par vous remercier pour nous avoir donné l'occasion de partager notre compréhension de cette question, de la gestion sociale. Merci aussi à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Je pense qu'on peut dire que même à défaut de dire que tout ne va pas bien, le Mali quand même traverse d'un point de vue social une situation compliquée que nous n'avons pas l'habitude de vivre. Il y a énormément de préavis de grève et on sait bien que la situation conflictuelle a largement limité les moyens de l'État, mais pour autant que les travailleurs, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, sont dans leur droit de réclamer les meilleures conditions de travail, une rémunération à hauteur de souhait, compte tenu de la cherté de la vie. Donc on va dire qu'on est dans une situation où le corps social ne se porte pas bien. Alors, vous gardez la parole. Selon, disons, des chiffres donnés par le gouvernement en marge de cette rencontre-là, 340 préavis de grève ont été enregistrés de 2019 à 2021. Quel est votre regard sur ce chiffre-là? Ce chiffre est indicateur. Je crois que ce chiffre-là, ça concerne uniquement les préavis de grève dans le secteur public. Donc, ça ne prend pas en charge du niveau du secteur privé. 300 et quelques préavis de grève, ça veut dire qu'il y a quand même des difficultés. Et ça veut dire que si ces genres de difficultés sous-tendent déjà qu'il n'y a pas peut-être un cadre approprié qui permette aux syndicats, aux travailleurs et au gouvernement de pouvoir se pencher là-dessus et faire un plan stratégique sur le long terme. Et donc, je pense que justement, ce dialogue est l'occasion
pour les deux parties, ou si vous voulez les trois parties, parce que nous avons trois acteurs, notamment les pouvoirs publics à travers le gouvernement, nous avons le syndic, le patronat, et nous avons les différentes centrales syndicales. Et donc ces trois acteurs peuvent, à l'issue de ce dialogue, peut-être convenir sur un plan, sur le long terme, pour la régulation de ces difficultés, avoir un plan véritable qui convient aux différents acteurs, que les travailleurs puissent voir leur liberté syndicale est reconnue, que le syndicalisme puisse s'exercer sans pour autant être menacé, mais sans aussi, peut-être il faut aussi le souligner, que le syndicat ne devienne pas, peut-être pour certains acteurs, un moyen politique. Ça aussi, on l'a observé parfois. Mais aussi, il faut dire que de façon globale dans le monde, nous traversons une situation difficile. Il y a une cherté qui ne dit pas son nom à l'échelle planétaire. Et, voyez-vous, les acteurs aimeraient bien qu'il y ait des réponses au niveau des sociétés publiques. Et pour certains corps, c'est parfois la demande de rehaussement ou d'amélioration des salaires. Et donc, ça se traduit parfois par des grèves. Et ces grèves sont de nature parfois à paralyser le fonctionnement naturel des services publics ou en tout cas du secteur privé. Et toutes ces grèves ont des conséquences fâcheuses sur l'économie. Et donc, il est vraiment juste de trouver des stratégies et d'être dans la prévention, d'être dans le dialogue pour éviter que les choses ne se paralysent avant d'engager des discussions. Parce que c'est malheureusement ce qu'on a l'habitude de voir. Et on entend que le syndicat est en grève, mais tout ce qui se passe en amont, peut-être c'est fait dans l'ombre. Et si ça s'est fait dans l'ombre, ça veut dire qu'il y a justement ce manque de cadre formel et de transparence dans la gestion de ces différentes crises. Daouda Traoré, vous êtes juriste, spécialiste des questions de droit de travail. Comment vous voyez la tenue de cette conférence sociale sur le travail ? Je vais également remercier les personnes qui nous écoutent et également vous remercier pour nous avoir donné l'opportunité et l'occasion de venir nous exprimer par rapport à une question aussi sensible. Parce que parler des questions des travailleurs, vraiment, je trouve que c'est une question assez particulière qui mérite une attention particulière. Mais il faut comprendre que cette situation était déjà prévisible dans la mesure où, au niveau de l'État, il y a un problème. Au niveau également des organisations syndicales, il y a un problème dans la mesure où l'État aujourd'hui doit faire face à plusieurs interlocuteurs. Donc l'État ne sait même pas à quel jeu se fouiller parce que souvent face à ces genres de situations, en tout cas dans la pratique, on essaye de voir un peu comment apaiser le climat de manière sommaire. C'est-à-dire que la personne qui est chargée, par exemple, de trouver une solution par rapport à cette situation, essaye seulement de gérer momentanément. Or, je pense que cette conférence, normalement, était nécessaire parce qu'il faut vraiment penser à ce dialogue social. Et notamment, mais les personnes qui ont été associées, moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui manquent. On devait faire appel à des psychologues pour analyser un peu le comportement des travailleurs, analyser également le comportement des organisations syndicales. On devait également associer les sociologues pour étudier un peu le milieu social, voir comment ça a évolué. Mais je vois qu'on est en train de limiter seulement alors, aux acteurs principaux, c'est-à-dire à l'État, aux organisations syndicales et au patronat. Donc je pense qu'on doit faire appel à ces personnes. Mais est-ce qu'au niveau de ces organisations syndicales, les membres qui sont dedans ne peuvent pas avoir ce profil-là? Oui, ils peuvent avoir ce profil, sauf qu'on ne peut pas être juge et partie. Parce que si on est juge et partie, ça va être très difficile de pouvoir convaincre. Alors, si on avait des personnes neutres qui pouvaient donner leur point de vue, qui allaient en même temps aider l'État, en même temps aider les autres acteurs concernés, ça allait leur permettre de mieux comprendre le problème lié à ces dysfonctionnements. Pourquoi arrêter autant de préavis? C'est qu'il y a un problème. Et ce problème n'est autre que l'inégalité sociale. L'inégalité sociale parce que pour certaines catégories de travailleurs, l'État est en train de privilégier d'autres. Bon, maintenant, c'est à l'État de nous faire comprendre que non, on n'est pas en train de privilégier une catégorie de travailleurs, mais plutôt on est en train d'améliorer petit à petit. Donc, et qu'à un moment donné, tous les travailleurs seront au même pied d'égalité. Mais sauf que jusqu'à preuve du contraire, il y a ce processus-là qui n'avance pas. Les blocages sont liés à plusieurs niveaux.
au niveau des syndicalistes qui aujourd'hui se comportent comme s'il s'agissait de faire un duel avec l'État. Or, quand on est syndicaliste, ce n'est vraiment pas pour faire un duel, mais c'est pour pouvoir avoir un compromis, pour avoir une solution amiable. C'est-à-dire que dans la technique de négociation, moi j'ai comme l'impression que nos syndicalistes aujourd'hui, c'est la négociation sur position. C'est-à-dire que c'est comme le problème à un moment donné avec la CEDEAO. L'État du Mali dit on veut faire 2 ans, la CEDEAO dit 16 mois. Donc si on fait une négociation sur position, vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir un blocage. Parce que l'État va garder sa position et aussi ils vont garder leur position. Mais quand ils vont essayer de voir un peu la négociation objective, c'est là où on va parler de 1 + 1 = 3, la synergie d'action. C'est-à-dire l'État on va essayer de voir, on laisse la position de l'État, on laisse également la position des organisations syndicales pour voir la position qui peut aujourd'hui peut-être nous faire avancer. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir ce qui est faisable aujourd'hui, on va essayer de faire et le reste, on va se donner le temps. Mais moi, je pense que l'État également, les acteurs concernés, au niveau étatique, on doit essayer de voir, franchement, quand on essaie de prendre les protocoles d'accord, que l'État essaie de respecter ses engagements. C'est-à-dire que ça ne sert à rien aujourd'hui de prendre une décision juste pour faire face aux problèmes actuels et qu'après on va dire que non, l'application pose un problème. Moi, je parle en tant que juriste, par exemple, pour le cas des enseignants, quand vous prenez l'article 39, il faut voir, nous, on nous a appris depuis la première année, pour qu'une loi rentre en vigueur, il n'y a que 2 conditions. La promulgation, c'est-à-dire le président atteste l'existence de la loi, et la publication, une fois la loi publiée, 24 heures, elle rentre en vigueur à Bamako et dans les autres localités, 48 heures. L'application est immédiate. Et moi, je me pose la question, jusqu'à preuve du contraire, on parle de l'application encore de l'article 39, puisque l'application devait être d'office. Une loi est une loi. Dura lex en lex. Mais vous voyez que souvent, dans la pratique, c'est autre chose. Mais alors, qui dit la loi sur... qui dit les textes sur les arrêts de travail, les grèves? Au fait, au Mali, nous avons une seule loi de 1987 qui réglemente la grève. Mais sauf que cette loi ne concerne que les travailleurs du secteur public. Si vous lisez cette loi, nulle part vous allez voir que les travailleurs du secteur privé pourront l'utiliser. Mais dans la pratique, que ce soit les conditions de préavis ou autres là, vous allez vous rendre compte que tout le monde utilise cette loi. Donc ça, c'est le premier constat. Et l'État aussi, c'est vrai, le droit de gréver, le droit d'arrêter de travailler, c'est constitutionnel, ce sont des droits constitutionnels, puisque c'est prévu à l'article 14 de notre Constitution. La liberté de travail, la liberté d'opinion, les droits au repos, ainsi de suite. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit essayer de revoir ces textes. L'État doit aussi essayer de revoir un peu les conditions même de création des syndicats. L'État doit essayer de voir aussi comment faire pour avoir des textes qui vont répondre à nos réalités. Je donne un exemple simple, vous-même vous allez voir. Quand vous prenez l'article 14 de notre Code du travail, on vous dit que la forme du contrat du travail est libre. Mais c'est une disposition du droit français. En français simple, c'est quoi? En français simple, ça veut dire que le contrat peut être écrit comme ça peut être verbal quand nous sommes en contrat à durée indéterminée. Tout simplement, si on permet à l'employeur déjà, dans un contrat à durée indéterminée, de ne pas faire recours à un contrat écrit. Or, nous savons que quand c'est un contrat oral, les contrats oraux en pluriel, on se rend compte qu'il y a des problèmes, notamment par rapport à la détermination même du salaire, les tâches à exécuter, les conditions de repos, de congé, ainsi de suite. Mais si dans le Code du travail, il est prévu que l'employeur a cette possibilité. 1. De 2. Si vous prenez l'article 43 également de notre Code de prévoyance sociale, quand vous signez un contrat de travail, l'employeur a un délai de 8 jours pour aller vous immatriculer. Combien de travailleurs aujourd'hui au Mali sont immatriculés? Parce qu'il y a un problème à ce niveau, c'est que les entreprises elles-mêmes ne sont pas immatriculées. Si vous travaillez pour une entreprise qui n'a pas de personnalité morale, c'est pour dire que vous aussi, vous ne pourrez pas avoir un contrat écrit parce que juridiquement, l'entreprise n'existe pas. Mais c'est-à-dire que c'est la méconnaissance de ces textes-là qui privilégie disons, les entreprises et défavorise un peu les employés. Bon, c'est pas que... moi, je pense que
ce n'est pas parce que les employeurs ne maîtrisent pas. Je pense bien que les employeurs maîtrisent. Mais moi, je lance un appel aux autres organismes tels que, par exemple, l'inspection du travail, tels que la Direction nationale du travail, au cours des contrôles. Au cours des contrôles, l'État a imposé des registres que chaque employeur doit tenir au sein de l'entreprise, tels que, par exemple, le registre d'employeurs, où on peut recenser le nombre d'employeurs en fonction de leur arrivée. Et que l'État, quand ces agents-là passent très généralement, qu'ils essayent de rentrer en contact avec les employés. C'est très important. Parce que quand ces contrôleurs passent très généralement, je ne pense pas s'ils ont le temps de changer un peu avec les travailleurs pour comprendre réellement les conditions de travail. Parce que les conditions de travail, quand même, sont définies par des conventions de l'OIT pour permettre aux travailleurs d'avoir une situation confortable au lieu de travail. Et moi, j'ai compris que on est en train de mélanger deux choses, en fait. Parce que j'ai comme l'impression, la plupart des revendications syndicales ici, c'est qu'on met l'accent sur le salaire. On va revenir sur les revendications syndicales. Le temps de donner la parole à votre co-débatteur Abdoul Sogodogo. Monsieur Traoré vient d'écorcher. Il dit que les origines de ces grèves à répétition résident dans l'inégalité sociale. Selon vous, est-ce simplement ça ou il peut y avoir d'autres explications? Je pense que c'est un facteur important qu'on ne peut pas écarter, mais on doit dire qu'il y a peut-être d'autres facteurs aussi. Parce qu'effectivement, pour illustrer ce qu'il dit, ces inégalités, en tout cas ce qui est interprété comme étant une illégalité, par exemple, parfois le syndicat des magistrats a été cité par d'autres syndicats pour dire que les magistrats avaient un traitement bien plus meilleur comparé à d'autres agents qui auraient les mêmes qualifications ou en tout cas les mêmes niveaux d'études, etc. Donc, voilà. N'empêche qu'un syndicat doit négocier toujours pour améliorer les conditions de vie, de travail, notamment des membres du syndicat. Donc, le syndicat des magistrats est à féliciter s'ils ont réussi à créer de meilleures conditions pour leurs employés. Mais d'autres ont voulu s'inspirer en demandant que ils doivent avoir des traitements similaires ou en tout cas peut-être même plus avantageux. Et vous avez des syndicats, par exemple, qui se trouvent fragilisés parce que parfois quand vous avez au sein du même corps plusieurs syndicats qui n'arrivent pas à se parler, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça rend difficile la défense des intérêts des militants. Et donc ça pose le problème même de représentativité des syndicats. Et donc c'est des difficultés énormes où parfois le nouveau syndicat, pour se faire pour avoir plus de militants, est tenté d'engager des grèves, etc. Même si les motifs de grève ne manquent pas aussi. Il y a aussi un attentisme du gouvernement dans les années passées qu'on a pu observer. En fait, le gouvernement, les autorités ont tendance à attendre que la situation se cristallise ou en tout cas que les travailleurs soient à bout de souffle pour engager les discussions. Ouais, je pense que c'est une raison importante aussi de ces grèves-là. On peut dire aussi, de façon générale, on l'a entendu avec les différents syndicats, le travailleur malien, surtout dans le secteur public, semble moins rémunéré comparé aux pays de la sous-région. Par exemple, si vous prenez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, peut-être pour certains corps le Niger ou le Burkina, parfois vous trouverez que dans ces pays, les pays de l'UEMOA, vous trouverez qu'on fait partie de ces pays où le travailleur de la fonction publique est parfois moins rémunéré comparé dans les mêmes corps, même statut. Donc, je pense que c'est tout un ensemble d'éléments, de facteurs qui expliquent justement ces grèves à répétition. Mais je voudrais une fois de plus pointer le rôle du gouvernement parce que c'est lui qui doit être le leader. C'est lui qui doit porter ça, créer les conditions pour pouvoir contenir cette grogne sociale. Et je pense que justement, c'est ce que le gouvernement est en train de faire, même s'il a fallu d'abord qu'il y ait les assises et que les assises demandent d'aller vers ce dialogue social avec l'ensemble des travailleurs. On aurait même, en temps normal, on n'aurait pas besoin que les assises disent ça pour qu'un gouvernement le fasse. Tous ces gouvernements qui sont passés dans les années passées auraient dû peut-être s'inscrire dans cette logique-là d'un dialogue social permanent.
Donc, ce n'est pas seulement avec les travailleurs, les différents syndicats, mais même avec d'autres corps sociaux qui doivent être impliqués dans ce processus de dialogue. Parce qu'on nous dit que nous sommes dans un pays où le secteur informel joue un grand rôle en termes de poids de l'économie. Et voilà, ce secteur privé, est-ce qu'il est invité à ce dialogue-là? Pas forcément oui, mais est-ce que son activité économique n'a pas un impact réel sur la paix sociale? Justement, qu'est-ce qui fait que selon les observateurs qu'il y a plus de grèves dans le secteur public que privé? Bon, dans le secteur public déjà, vous avez la reconnaissance, comme mon collègue vient de le dire, il y a cette reconnaissance formelle, que ce soit la Constitution, les différentes lois, du droit des travailleurs de s'organiser en syndicat, du droit de grève, etc. Donc, ils arrivent à s'organiser. Par contre, quand vous allez vers le secteur privé, parfois, ils ont du mal à s'organiser parce que vous avez certains propriétaires d'entreprises qui s'y opposent. D'abord, certains n'acceptent pas qu'on puisse mettre en place un syndicat, ou même quand c'est le cas, ils trouvent les moyens détournés de se défaire des syndicalistes dans ce genre d'entreprise. Donc c'est compliqué et c'est très difficile. On a vu dernièrement les travailleurs dans des banques, certains même des stations d'essence, etc. Certains ont grévé, on a entendu sur toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux. Certains ont parfois dit que non, on n'a pas de syndicat, ceux qui portent la tête, sont d'une certaine façon, on essaie de trouver les moyens pour les faire taire, on les intimide, etc. Donc c'est compliqué. Et je pense que s'il y a un second point qui doit être un objectif fondamental à rechercher à travers ce dialogue, il faut travailler véritablement à la représentativité des syndicats et à la libéralisation véritable des syndicats. J'ai cru entendre aussi qu'il y a le Bureau international du travail qui est invité à cette discussion. Si tel est le cas, ça sera l'occasion aussi de rappeler les normes internationales et chaque État qui se veut respectueux des droits de l'homme doit aller un peu dans le sens du respect de ses engagements internationaux. Je sais que le Mali a ratifié pratiquement tous ces traités-là. Et donc, il faut s'en inspirer et de voir de façon concrète comment arriver à rendre effectif ce droit syndical et cette liberté syndicale. Et ça va permettre au gouvernement, qui disait parfois qu'ils ont du mal à trouver un interlocuteur, que celui qui vient négocier, qui n'est pas la peur au ventre, mais qui puisse réellement défendre, n'est-ce pas, les intérêts et le point de vue de ses collègues, de ses collaborateurs. Monsieur Traoré, en quoi l'absence du secteur privé dans ces concertations pour ramener un peu la stabilité sociale peut entacher, en quoi cette absence peut apporter quelque chose ou entacher la tenue de ces concertations-là? Vous savez, comme on a l'habitude de dire chez nous, quand vous êtes nombreux, vous avez plusieurs idées que quand vous n'êtes pas nombreux. Donc je pense que les invités, excusez-moi, les invités, ça va beaucoup permettre à l'État de s'inspirer de la gestion au niveau du secteur privé et de prendre... Excusez-moi. Allez-y, vous pouvez prendre de l'eau, voilà, allez-y. Ouais. Allez-y. Donc ça peut permettre à l'État déjà de se faire une idée sur la gestion au niveau du secteur privé. Vous savez, dans le secteur privé, tous les chefs d'entreprise sont malins. Ils sont malins pourquoi? Excusez-moi, je ne sais pas si donc, ils sont malins pourquoi? Parce qu'ils essayent de voir, au fait, dans les entreprises, quand ils voient la concurrence, souvent ils se renseignent. Nous allons revenir vers vous. On va donner la parole à M. Sogodogo le temps que vous vous remettiez un tout petit peu. Généralement, quelles sont les natures des revendications quand il y a les arrêts de travail? Alors, d'abord, la nature des revendications, elle est diverse. Hein. Parfois, mais avant de dire ça, je voudrais citer peut-être les secteurs qui sont les plus touchés déjà par les grèves qui m'ont été données d'observer, de constater ces 10 dernières années, pas seulement pendant sous cette transition, hein, bien avant. Ces grèves touchent essentiellement le secteur de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants, que ce soit du fondamental, du primaire, du supérieur, le domaine de la santé, la justice,
le trafic aérien, et même surtout la sécurité. Bon, c'est de la sécurité ici, je fais allusion surtout à la police nationale. Alors, vous savez qu'il y a un nombre important de syndicats au niveau de la police, même dernièrement, avant la militarisation, il y avait un communiqué qui annonçait une grève. Donc, quand vous regardez, c'est les secteurs qui sont employeurs, ce que je viens de citer, c'est des secteurs qui emploient peut-être même la grande majorité, si on les combine, c'est la grande majorité des travailleurs du secteur de la fonction publique. Et il se trouve que, quand vous comparez leurs revenus par rapport à d'autres secteurs, peut-être que je ne citerai pas les noms, qui sont des corps constitués d'un nombre effectif assez restreint, les rémunérations sont beaucoup plus intéressantes dans ces secteurs-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de réclamation aussi. Mais donc, ce qui me laisse croire que, en fait, et c'est parfois ressorti dans leur mode d'ordre de grève, c'est généralement l'amélioration des conditions de salaire. C'est le salaire, les primes, etc. Tout ça revient, c'est des questions de revenus. C'est ce qu'on constate dans la grande partie. Mais c'est vrai, il y a parfois la question des conditions de travail. Et il y a très peu de cas où c'est les droits d'un syndiqué qui serait bafoué, que le syndicat réclame. Vous avez quelques cas isolés comme ça, mais sinon la grande majorité, c'est les rémunérations et c'est les conditions de travail. Et si on devrait faire une courbe, je verrais bien la rémunération prendre le dessus. Et donc, et la rémunération dans le secteur public, c'est une question parfois budgétaire. Et l'État, l'argument qui est tout le temps avancé, c'est de dire que l'État veut maîtriser les masses salariales. Et il y a même, je crois, des directives dans le cadre de l'UEMA à ce niveau. Et ce qui explique même le fait que l'État n'arrive pas à recruter, n'est-ce pas, selon les véritables besoins. Par exemple, quand vous prenez l'enseignement supérieur aujourd'hui, je parle de l'enseignement supérieur parce que c'est ce secteur que je connais, je suis enseignant-chercheur et vice-doyen d'une faculté. Donc, je connais un peu le besoin du monde universitaire en termes d'enseignants. Mais l'État, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à recruter ce nombre conséquent parce que ça va créer des conditions de salaire, ça va faire beaucoup de masse salariale, une masse salariale plus importante dont il faut tenir compte. Mais je pense que quoi qu'il en soit, il faut, dans ce dialogue-là, avec les différents acteurs, il ne faut pas écarter qu'on arrive à trouver, je crois bien, des formules qui peuvent permettre d'améliorer le nombre, en tout cas les conditions de vie des travailleurs, mais aussi les salaires. Je me rappelle, dans les années 2010 avec ATT, il y avait même la question au niveau de l'enseignement supérieur, est-ce qu'il ne fallait pas revoir peut-être la question des heures supplémentaires pour permettre à l'État d'épargner et de pouvoir recruter plus. Et je crois que c'est en 2011 qu'ils ont même supprimé dans cette logique-là les bourses, non pardon, pas les bourses, mais les frais d'encadrement des mémoires au niveau de la licence, parce qu'on n'est pas sous système LMD. Et donc, je crois que ceux qui sont dans d'autres secteurs tels que la police ou bien l'enseignement de base, on pourrait multiplier les exemples dans ce sens-là. Ce n'est pas des problèmes insolubles, mais il faut juste se donner le temps. C'est un processus en fait. On n'y arrive pas en un seul jour. Et même quand on arrive à des résultats, ces résultats avec les dynamiques, on est dans un environnement mouvant qui évolue. Et donc, il faut être dans cette dynamique toujours de s'adapter. Donc, c'est un dialogue permanent qu'il faut instaurer. En fait. Monsieur Traoré, je viens avec vous avec la même question. On en était avec vous. En quoi l'absence du secteur privé lors de ces assises-là pourrait être bénéfique ou pas? C'est-à-dire, est-ce que leur absence peut entacher un peu à la tenue de cette conférence-là? Oui, je pense que leur présence était vraiment nécessaire parce que l'État allait quand même se faire une idée sur la gestion au niveau du secteur privé pour voir comment améliorer au niveau du secteur public. Alors moi, pour également aller dans le même sens que M. Sow, vous savez, ce qui amène dans le secteur public les réclamations, c'est qu'en réalité aussi, il n'y a pas une sorte de transparence. Quand je dis transparence, quand vous, par exemple, vous êtes dans un secteur clé, un secteur où vous avez aujourd'hui des informations sur la situation réelle, économique ou financière de l'État,
Prenez par exemple le président Lien Tem. Hein, aujourd'hui, je pense qu'il est celui qui est, comment on appelle, le Haut Conseil des collectivités, comment il s'appelle, Katilé. Il joue quel poste aujourd'hui? C'est pour vous dire que c'est pas un simple syndicaliste. Il est à un niveau avancé de l'État. Il a les informations, il sait comment les choses se passent. Maintenant, si on vient lui dire, par exemple, dans tel secteur, l'État ne peut pas ou l'État n'a pas les moyens, alors que lui, il sait réellement que l'État a les moyens, ça va créer ce que nous sommes en train de vivre. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion, à travers ce dialogue social, que l'État décide de revoir un peu sa politique sociale. C'est-à-dire que ce dialogue ne soit vraiment pas un dialogue où on se retrouve pour échanger. Parce que échanger, discuter, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si chacun doit dire, bon, chez nous, voici les problèmes, chez l'autre, voici les problèmes, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de se dire, comme les Ivoiriens aiment dire, les Gués, c'est-à-dire se dire la vérité par rapport à ce qui est possible, par rapport à ce qui n'est pas possible. Si nous revenons un peu en arrière, vous allez voir que dans le secteur privé, il y a ici ce qu'on appelle plusieurs notions, telles que par exemple la théorie des organisations. Et ça a été au fait une occasion pour les employeurs en ce moment de se faire une idée par rapport à la manière de canaliser les travailleurs pour pouvoir les gérer facilement. Par exemple, la première école qui avait été créée était appelée école classique. C'est-à-dire, dans cette école, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de voir l'individu en se disant que sa seule source de motivation, ce n'est que l'argent. On essaye de créer des conditions. Par exemple, le premier auteur, c'était Taylor. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il a créé un système qu'on appelle salaire au rendement. C'est-à-dire que vous allez être payé en fonction de votre rendement. Donc, les travailleurs, au début, se disaient, bon, si moi, je devais, par exemple, fabriquer 30 pièces pour avoir 1500, si j'arrive à fabriquer 60, j'allais avoir plus. Les travailleurs étaient motivés. Mais qu'est-ce que ça a amené? Après, ça a amené le dégoût. Ça a amené le tourne au vert. Il s'est rendu compte que l'argent n'est pas la seule source de motivation. Après Taylor, on a créé une deuxième école qu'on appelle école des relations humaines. Là, on a essayé de voir l'individu dans son milieu de travail, comment faire pour que l'individu puisse se sentir important. Donc, il y a le premier auteur, ça c'est Elton Mayo. Lui, il est venu avec l'idée de la dynamique de groupe. Vous savez, gérer un groupe, ce n'est pas la même chose que gérer quelques personnes. Il dit, on va essayer d'abord de procéder par des expériences. Il avait un groupe de 6 dames qu'il a divisé en 3. Quand il a décidé de mettre, par exemple, les 3 filles dans une salle, ce groupe a été appelé le groupe expérimental. Et les 3 autres, là, c'était le groupe témoin. Maintenant, quand on a commencé l'expérience, il a vu que dans le lieu de service, l'éclairage là n'était pas du tout... on a essayé d'améliorer un peu. Le fait qu'on a amélioré un peu, les travailleurs ont commencé à se donner au fond. C'est-à-dire que ce n'était pas une question d'argent, mais ils ont compris que l'employeur aujourd'hui est en train de s'intéresser à eux. Pas en termes de salaire, mais sur le plan relationnel. Et ensuite, maintenant, il a décidé de demander à ces 3 personnes, c'est-à-dire que ces filles-là n'avaient pas de possibilité de communiquer entre elles. Maintenant, l'employeur a demandé, vous pouvez échanger entre vous. Aussitôt, elles ont commencé à travailler. D'habitude, à 16h, elles prennent leurs affaires pour rentrer. Mais ce jour, les filles ont travaillé jusqu'à 18h. Et le groupe témoin aussi, quand ils ont compris qu'on est en train de s'intéresser à l'autre groupe, la productivité a augmenté à leur niveau aussi. Pendant qu'ils n'étaient même pas en train de faire l'expérience. Donc pour vous dire que cela a amené ce qu'on appelle l'effet Awarton. L'individu au sein d'un groupe, le fait de savoir qu'on s'intéresse à nous, le fait de savoir, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est-à-dire quand vous faites un travail bien fait, vous êtes reconnu, cela a permis à ces travailleurs d'être motivés. Et ce n'est pas une question d'argent. Mais ça, c'est question théorique. Mais dans nos entreprises aujourd'hui, comment faire pour faire régner ce climat dont vous parlez? Justement, c'est parce qu'au niveau du secteur public, là, il n'y a pas cette question de politique de motivation. Toi, tu as ton salaire, tu viens, tu fais ton travail et puis tu dis c'est l'administration publique.
Ce n'est pas la même chose que si vous êtes dans l'administration privée. Dans l'administration privée, l'employeur essaie tout le temps de chercher à motiver le personnel. Comment on fait pour motiver le personnel? C'est là où on va parler de cette question de ranking, c'est-à-dire qui consiste par exemple pour l'employeur d'organiser au niveau interne des petits concours pour pouvoir donner de la promotion. Mais il faut voir aujourd'hui dans le secteur public comment les personnes sont nommées. Il y a une question d'appartenance politique. Aujourd'hui, moi, je ne fais pas de la politique, je ne suis pas connu. Je ne suis connu que dans le milieu universitaire. Mais si j'étais, par exemple, de parti Yéléma, ou si j'étais, par exemple, dans un autre parti, j'allais me retrouver quelque part conseiller technique, ou bien j'allais me retrouver... Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, les choses ne se font pas normalement. Mais au même moment... Je donne un exemple simple avant de sortir. Nous avons, à un moment donné, fait le concours pour être professeur assistant. À notre grande surprise, moi-même, j'ai été étonné d'apprendre que les syndicats, en ce moment, de la faculté de droit, je pense, ont décidé de négocier avec l'État. Il n'y a même pas eu de concours. On a recruté, je pense, 54 ou 55 personnes sur des questions de tests, en violation flagrante des textes. Parce que pour être fonctionnaire de l'État, c'est par voie de concours. Mais on a recruté plus de 53, 54 à titre de test. Et même là, moi-même, personnellement, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Moi, je n'ai même pas été informé qu'il fallait déposer les dossiers pour pouvoir faire ce test. Je n'ai pas été informé. C'est des choses qui se font en catimini. En catimini, justement. Il est temps pour l'État, par exemple, de revoir tout ça. Et pour vous répondre à votre question, l'État dit, quand vous êtes dans une entreprise, le Code du travail dit, quand le nombre de travailleurs atteint 10, obligatoirement, il faut avoir un règlement intérieur. Obligatoirement également, il faut mettre en place un syndicat. Mais dans la pratique, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Maintenant, au niveau de l'administration publique, moi je pense aujourd'hui que l'État change sa politique. Que cette inégalité sociale, je ne dirais pas que ça peut du jour au lendemain disparaître, mais qu'on essaie de voir, d'harmoniser. Parce que l'unification, là, ça va être un problème. Parce qu'il y a l'unification et l'harmonisation, ce n'est pas la même chose. L'unification, c'est permettre à tout le monde d'avoir le même salaire. Non, mais on est dans la question d'harmonisation. Moi, je sais, par exemple, je suis magistrat, je suis payé à tel montant. Elle a fait médecine, elle a fait 9 ans, moi j'ai fait 4 ans, plus les 2 ans de formation à l'Institut pour être magistrat. Moi, j'ai tel ou tel montant. Elle va commencer avec combien? Elle va dire, moi j'ai fait 9 ans. Mais lui, il a fait 4 ans. Aujourd'hui, il est magistrat, il est payé 2 fois plus que moi. Et qu'est-ce qu'on va sortir? On va dire que ce n'est pas les mêmes activités. C'est vrai, l'activité de magistrat, c'est une activité particulière, mais l'activité aussi du médecin qui arrive à sauver une personne qui a, par exemple, qui a reçu 3 ou 4 balles, où le médecin a une obligation de résultat. Or, le magistrat, quand il se trompe, tu fais la prison, après on va dire que c'était une erreur judiciaire et puis on va t'indemniser. Mais le médecin qui est obligé a une obligation de résultat. S'il se trompe, c'est la mort assurée. Maintenant, il y a cette inégalité sociale que beaucoup de travailleurs au niveau du secteur public se posent. On se dit, bon... Mais est-ce que ces inégalités ne résideraient pas de plus en plus dans le fait qu'on crée des statuts particuliers pour certains corps? Parce que vous avez vu qu'on a des statuts particuliers pour les médecins, pour les magistrats, pour les enseignants avec l'article 39. Est-ce que quand on va sur cette base-là, on ne va pas plus en créer davantage et avoir plus de frustration? Oui, au fait, moi, j'avais sur ma page fait une publication, mais comme je ne suis pas spécialiste en ce qui concerne la détermination des salaires dans le secteur public, j'avais demandé pourquoi pas, si vous avez les mêmes catégories, vous avez les mêmes diplômes, pourquoi vous n'avez pas les mêmes salaires? Par exemple, vous êtes docteur, moi je suis docteur, pourquoi on n'a pas les mêmes salaires? Vous avez un master 2, j'ai un master 2, pourquoi on n'a pas les mêmes salaires? On n'a pas les mêmes salaires. Les indemnités, qu'on essaie également d'harmoniser aussi les indemnités. Par exemple, quand vous prenez des structures, par exemple, comme l'OCLE, il faut voir les indemnités. Hein, les indemnités au niveau, par exemple, de l'OCLE, ça peut payer combien? Ça peut payer à peu près un fonctionnaire. Hein, quelqu'un qui est payé à 100 000 francs, par exemple, par mois par l'État. Hein, on peut recruter combien de personnes?
Ça, c'est un. De deux, si vous prenez également au niveau, par exemple, des secteurs clés, comme vous l'avez dit, quand vous prenez la police aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui la police, en termes de personnel, je pense que la police dépasse les autres secteurs. Parce qu'on est en train de faire des recrutements massifs au niveau de la police. C'est très normal parce que vu la situation sécuritaire du pays aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire. Mais moi, je ne peux pas comprendre que nous n'avons qu'une seule police nationale. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule police nationale. Mais l'autre jour, ils ont publié un communiqué par rapport à la militarisation où j'ai vu plus de 7 et 8 signatures. Pourquoi ? Pourquoi ne pas avoir un seul syndicat pour l'ensemble de la police nationale? Et si l'État doit échanger avec les représentants des policiers, ça va être un seul syndicat. Que les autres syndicats au niveau interne essayent de se mettre d'accord pour désigner, au lieu de dire maintenant Daouda Traoré, président du syndicat autonome de la police. Alors, M. Traoré, il nous reste à peu près 3 petites minutes pour clore cette émission, le temps d'un dernier tour de table avec M. Sogodogo. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences de ces grèves sur les services et ensuite sur le pays? Les conséquences de ces grèves sont énormes. C'est même quelque part terrible. Vous imaginez la magistrature, les magistrats en grève, ce que ça fait en 2020, ça a paralysé le système. Quand les enseignants sont en grève, on l'a vu avec la synergie des enseignants. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, nos jeunes frères, nous, voilà. Et donc, l'éducation, c'est peut-être le pilier, un pilier fondamental d'une nation. Donc, quand l'éducation va mal, le pays va mal. Donc la grève des enseignants est de nature à avoir des conséquences directes et immédiates sur les performances scolaires. Voilà. Donc, et même, voyez-vous, ce sont ces enfants formés qui vont constituer la ressource humaine que les entreprises et l'État vont utiliser. Donc si on ne sort pas de cette logique-là, de gérer les grèves cas par cas et avoir une politique que j'aimerais bien dire, une politique sociale, n'est-ce pas, avec un plan, avec une visibilité sur un certain nombre d'années données, peut-être des plans, je ne sais pas, triennal, quinquennal, je ne sais pas. Mais tant qu'on ne va pas dans ce genre de logique, on va avoir à traiter ces grèves-là cas par cas. Et je ne pense pas qu'on va s'en sortir dans cette logique-là. Et donc, je pense que le mot d'ordre a déjà été donné par les assises qui ont invité le gouvernement à engager ce dialogue social. Et comme vous le disiez un moment, il ne faut pas juste aller faire un dialogue juste pour la forme en disant que oui, nous avons répondu à un point soulevé dans les assises, mais il faut que ce soit le départ de l'élaboration ou de la mise en place d'une véritable politique sociale. N'est-ce pas? Et c'est ce qui est, personnellement, moi j'attends. J'ai vu certains médias parler d'impact, voilà, impact social, peu importe comment on va l'appeler, mais il faut quand même qu'il y ait un plan concerté, voilà, dans lequel les différents acteurs se retrouvent. Merci. La dernière intervention pour M. Traoré, s'acquitter de son devoir, ensuite réclamer son droit. Est-ce la recette magique pour un climat social apaisé? Bien sûr, parce qu'il faut qu'on demande aux travailleurs aussi de s'impliquer, de ne pas seulement que demander à améliorer leurs conditions de travail, mais je pense que l'État, au moins, parce que c'est l'acteur majeur, je pense que l'État doit avoir un discours, un dialogue franc avec les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on se dise la vérité. Il est temps qu'on sort de ce jeu, on gère pour cette année. Transition, on essaye de voir pour que la transition ne soit pas dérangée, qu'on sort de ce jeu, qu'on essaye vraiment de mettre le Mali au-dessus des intérêts. Et merci beaucoup, M. Traoré. C'est sur ces mots que prend fin notre émission du Grand Dialogue de ce soir qui réfléchissait sur que faut-il aujourd'hui pour une stabilité durable dans nos services. Grand merci à nos invités. Abdoul Traoré, juriste et spécialiste en droit de travail. Abdoul Sogodogo, politologue. Je suis Mariam Maïga, à la régie son et vidéo avec Abdoul Malik Al-Maïmoun et Gagné Kanté. Merci et à la prochaine.